Le podcast Bris d'égalité est présenté par Scotia Gestion de patrimoine. Bienvenue à notre podcast Bris d'égalité. Séverine, je viens de te battre au ping-pong. Est-ce que tu vas t'en mettre? Va-t-il être correct? Je suis un petit peu déçue que tu en parles dans notre épisode aujourd'hui, mais on vous le dit souvent, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je ne devrais pas dire ça aujourd'hui parce qu'on va vous montrer des clips en préparation de l'émission. Mais évidemment, on se prépare, on est devant notre ordi, mais à l'occasion, mais on se lâche un peu au ping-pong. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. J'ai lancé un défi à Marie-Ève, puis bon, vous allez voir ce que ça a donné plus tard. J'étais beau au tennis, j'étais beau au ping-pong, il te reste le pickleball peut-être, là, comme sport de raquette. Ça s'en vient. Marie-Ève, tous les messages que j'ai reçus d'invitation pour le pickleball, je n'ai pas répondu encore, mais je vous promets, ça s'en vient. J'ai bien hâte de voir ça, parce que je pense que ça va être encore une défaite pour toi. Mais bon. J'aime mieux rien dire. D'ailleurs, on devrait commencer à faire des ajures prochainement là-dessus. Parfait. Séverine, aujourd'hui, on parle du sport au féminin. Oui, on va parler du sport pour les jeunes filles. On va parler, on s'est fait poser beaucoup de questions après le premier épisode, sur qu'est-ce que c'est être entraîneur féminine à tous les niveaux. Et on voulait vous présenter un peu un portrait vous entendez ça souvent dans tous les sports, c'est pas différent au tennis. Pourquoi il y a tant de filles qui lâchent le sport? Et on va vous montrer quelques tableaux, d'ailleurs, ce matin pour vous donner un peu d'informations sur les pourcentages, comment ça fonctionne. D'ailleurs, Marie-Ève, une fille sur 3, à l'âge de l'adolescence, environ vers 13-14 ans, va arrêter le sport, comparé à 1 sur 10 pour les garçons. Donc, il y a vraiment, vraiment une différence. Ouais, c'est vraiment plate et dommage. Tu sais, moi, je repense à moi, le sport, ça m'a tellement apporté encore plus quand j'étais jeune, à l'adolescence, la confiance en soi, le dépassement, d'apprendre, je sais pas moi, à gérer les émotions, même à se défouler des fois. Je veux dire, il y a tellement de côtés positifs que j'ai retirés de mon expérience sportive à l'adolescence. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de filles, plus que les garçons, qui lâchent à ce moment-là? Bien, il y a plusieurs raisons. Encore une fois, on va vous montrer différents tableaux, mais une des raisons, c'est que les filles n'ont plus de plaisir. Ils n'ont plus de plaisir parce que, et il faut faire attention, là. On a tendance à dire que les jeunes filles ont plus de plaisir dans le sport parce que, bon, c'est trop compétitif. Non. Les filles, comme les garçons, adorent la compétition, mais c'est dans quel environnement ça se passe. Et ça fait une grande différence. L'autre chose, bien, il y a des nouvelles activités. Et là, on fait des activités à l'extérieur du sport. Les activités commencent à prendre un peu plus d'espace. Et finalement, je te dirais, et là, ça commence à changer, mais c'est qu'il n'y a pas de futur non plus. Et les filles se rendent compte que, bon, bien, je vais à l'école, je fais mon sport, j'ai 13 ans, 14 ans, mais je m'entraîne pourquoi? Est-ce qu'il y a un circuit universitaire? Est-ce qu'il y a un circuit professionnel? Et ça, c'est un questionnement qui se fait vraiment à cet âge-là. Oui, parce qu'au tennis, c'est vrai, hein, au Québec, on l'a vécu, tu es en sport-études, n'importe qui s'inscrit en tennis de haut niveau, comme objectif, but peut-être de devenir professionnel. Ouais. Puis là, tout à coup, vers l'adolescence, tu te rends compte que c'est un rêve qui, fortement, va pas se réaliser. Donc, le questionnement de pourquoi je continue, puis d'avoir un autre chemin possible pour continuer à avoir du plaisir dans le sport sans que ça soit seulement lié à la performance. Je pense que ça pourrait être vraiment un ajout intéressant. Puis c'est ce qu'on essaie de faire là, avec le circuit universitaire au Québec, je crois. Oui, non, tu as tellement raison. Puis c'est là l'importance de l'entraîneur, hein? Et des parents aussi. Supporter votre enfant jusqu'au bout. Puis au bout, c'est d'avoir plusieurs possibilités. Il n'y a pas qu'une voie. On ne va pas nécessairement s'en aller professionnel. Puis si ce n'est pas ça, on n'a pas atteint notre objectif. Alors, il faut que ça soit plus large. Et on parle des jeunes filles, mais on doit aussi parler des entraîneurs. Ouais. Et les entraîneurs, mais on le voit, hein, il y a très peu de pourcentage, un très bas pourcentage. Je pense que c'est à peine 5 sur le circuit de l'ATP et de la WTA qu'il y a des femmes entraîneurs. Je vous dirais, puis par expérience aussi, que de plus on veut monter au niveau
haute performance, au niveau justement international, moins il y a d'opportunités. Puis d'ailleurs, il y a un autre dilemme aussi, Marie-Ève, toi, tu l'as vécu. Oui, bien, moi, je sais quand commencé à entraîner sur le circuit plutôt junior, même un petit peu professionnel, le plus grand défi, ben, c'est quand j'ai eu mes filles. Je veux dire, de voir, tu sais, le circuit professionnel, même chez les juniors, c'est quand même une bonne partie sur la route. C'est au moins 20 semaines sur la route pour... moi, avec mes deux jeunes filles, c'était comme ça devenait vraiment problématique. C'était pas quelque chose que je trouvais positif d'être loin de ma famille aussi souvent durant l'année. Donc, je pense que je suis pas la seule là-dedans. Donc, oui, le fait que le tennis passe partout sur la planète, c'est pas facile d'évoluer ou de progresser à ce stade-là. Puis je pense que c'est pour ça que sur le circuit, on en voit moins aussi. C'est un des aspects. L'autre aussi, c'est que souvent, les joueuses vont opter pour un entraîneur qui est capable de frapper encore, qui est plus... qui a Ouais. un niveau de jeu avec lequel ils sont capables de jouer par rapport aux femmes, souvent, ben, qui n'ont pas nécessairement le niveau d'une top 10 ou d'une top 20 mondiale, par exemple. Oui, exactement. Écoutez, on va en reparler. Là. C'est pas qu'un moment, on va avoir cette discussion. On vous remontre un tableau où vous allez avoir de l'information. Vous pouvez aller chercher de l'information à différents aspects. On a l'Association des entraîneurs au Canada. Vous avez aussi Égal Action. Vous avez les femmes et le sport au Canada. Alors, c'est tous des sites Internet où il y a de l'information, il y a des statistiques. Ça peut vous aider aussi des fois comme entraîneur ou comme parent. Vous avez un enfant qui peut-être est en train de laisser le sport, Mm-hmm. d'essayer de peut-être vous outiller, de vous donner de l'information Oui, sur quoi faire. parce que c'est ça qui est bien. Là. En tout cas, en ce moment, on a ciblé que c'était un problème. On veut trouver des solutions pour encourager les filles à rester dans le sport, avoir plus de modèles aussi, parce que c'est important d'avoir des modèles, avoir d'autres possibilités, là, pas seulement joueuse de tennis professionnelle, par exemple, entraîneur, directrice de tournoi. Il y a plusieurs belles opportunités qui tu peux graviter autour de ton sport que tu aimes. Oui, et Marie-Ève, je dis toujours, on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, écoutez, on a une invitée qui, justement, va peut-être permettre à des jeunes filles de rêver, Mm-hmm. de démontrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre sport. Et on a bien hâte de la rencontrer et on va vous présenter cette invitée et on va aller la rejoindre sous peu. Oui, on va avoir Valérie Tétrault avec nous aujourd'hui. Bien contente de l'avoir comme invitée. Valérie, que je connais bien, de nos moments sur le circuit. Donc, on risque d'avoir pas mal de belles anecdotes à vous raconter. Valérie qui est déjà à la retraite et je regardais, j'en reviens pas. Elle a pris sa retraite, c'était en 2010, je peux pas croire. Bienvenue, Valérie, à notre podcast Bris d'égalité. On est vraiment contente de t'avoir avec nous. Ben, merci beaucoup de me recevoir. Très contente de vous rejoindre et félicitations à vous deux. C'est le fun de vous écouter. Ben, je suis une de celles justement qui a appris à vous découvrir dans les dernières semaines. Merci, Val. Là, tu nous as fait un petit envoi, là. Est-ce que tu voudrais nous parler de ce que tu nous as envoyé? C'est très apprécié en passant. Ben, justement, j'ai vu une fois que vous buviez le fameux cocktail du US Open qui fait beaucoup jaser, mais vous savez, à l'Omnium Banque Nationale, on a aussi notre propre cocktail. Donc, je voulais m'assurer de vous faire une petite livraison spéciale avec ce qu'on appelle, nous, le cocktail du dragon. Et bon, de par la couleur, hein, je pense que c'est quand même assez girly pour nous ce matin. Donc, vous voyez ben, la recette, oui, un petit peu de vodka quand même, du sirop de fruits du dragon, de la limonade et du jus de pamplemousse, en plus d'un petit peu de soda. Ben, Ben, écoute, cheers, Val! merci Val pour le drink. Et puis, on se fait un cheers à distance. On va y goûter. Val, merci d'avoir fait ça parce que, bon, on s'entend que Marie-Ève n'était pas très heureuse de mon dernier drink la dernière fois. Alors, Tu me sauves, là. voyons voir si, bon, on apprécie le drink cette fois-ci. Mais quelle bonne idée. Ouais. Merci. Oh, Verdict. oh, ça là, hein, Ça, c'est dans mes palettes. début Hein? août, il fait chaud, il n'y a pas de pluie. Moi, je dois On avouer est que au stade. j'avais déjà goûté cet été. Puis on Pendant le va en tournoi. reparler, Marie-Ève, parce que, tu sais, bon, c'est sûr qu'on veut battre des records, là, mais pourquoi pas battre un record de ce drink? Alors, on va inviter les gens cet été à encourager, hein? Ben, Pourquoi pas? j'allais dire, Ouais. ça a été un bon vendeur cet été. Et là, c'est sûr qu'on regarde les ventes du côté du US Open.
on se dit que, bon, il y a encore de la place pour faire connaître le drink. Donc, merci de lui donner un petit peu plus de visibilité encore aujourd'hui. On va lui donner cette visibilité, c'est sûr. Ça fait plaisir. Donc, Val, super contente de t'avoir avec nous pour notre épisode aujourd'hui. Écoute, Val, on se connaît depuis un petit moment déjà, sachant que tu étais notre invité, j'étais allée même dans mes souvenirs. J'ai regardé, écoute, tes statistiques sur le circuit, tes résultats. Là, je connais ta carrière par cœur encore plus. Puis là, je me dis... C'est sûr que j'ai pas joué longtemps, fait qu'au moins, tu sais, ton moment de recherche est plus court. Bien, parlons-en. Écoute, j'en reviens pas, tu as pris ta retraite en 2010. Tu es pas mal plus jeune que moi, mais tu as quand même arrêté avant moi. Tu avais quel âge exactement quand tu as arrêté? J'avais 22 ans. J'étais vraiment là, sur le point d'avoir 23 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, hein, lorsqu'on dit déjà le mot retraite à 22 ans, ça a comme une drôle de connotation. Ben bon, pour moi, je pense qu'il était juste temps de passer à autre chose pour une multitude de raisons. Mais c'est clair qu'à ce moment-là, ben, c'était la question principale, là, le pourquoi aussi rapidement, pourquoi je voulais pas continuer d'essayer de pousser et peut-être d'améliorer un peu mon classement sur le circuit de la WTA. Mais bon, reste que pour moi, à ce moment-là, ça avait été quand même une décision qui avait été mûrie. Et ben, la preuve, c'est que par la suite, j'ai pas eu de regrets, là. Donc, j'ai bien vécu, disons, avec cette décision-là. Oui, parce que tu venais d'avoir ta meilleure saison en plus. Tu es monté jusqu'au 112e rang. Tu t'étais qualifié l'année d'avant, ben non, au début de l'année en Australie. Oui. Tu avais joué contre Kim Clijsters qui venait de remporter l'US Open sur le court central. Je pense que c'est peut-être des plus belles expériences de ta carrière. Puis d'ailleurs, je me rappelle en fin de saison, on était rendu début novembre, puis on partageait la chambre ensemble au tournoi au Tevlin, au Challenger à Toronto. Puis tu m'avais dit, après ta défaite, écoute, j'arrête de jouer, j'arrête de jouer. Puis je me souviens, je te disais, ben non, Val, tu sais, j'essaie de dire, c'est la fin de saison, t'es fatigué, va te reposer, prends quelques semaines de repos, puis ça va repartir, ça va se replacer. Puis toi, t'étais convaincu que c'était la fin, puis t'as tenu bon, là, t'es jamais revenu vraiment par la suite. Oui, c'est drôle parce que je me souviens, Marie-Ève, que tu m'avais pas cru du tout. Hein? Ben là, pour moi, c'était impensable. Puis, pour Marie-Ève, c'était comme quelque chose, bon, de déjà vu un peu parce que j'imagine que tu avais déjà eu quand même certains questionnements où Ben ouais. on arrive tous assez fatigués quand même à la fin de la saison. Et puis, il y a un moment où on se dit, est-ce qu'on redémarre encore la machine pour une année de plus? Mais c'est difficile à expliquer, mais en fait, dans ce tournoi-là qui était disputé à Toronto, je m'étais inclinée contre Carole Jao, qui joue encore aujourd'hui, qui évidemment, bon, est pas mal plus jeune que moi. Et c'est pas nécessairement le fait d'avoir perdu contre Carole Jao qui m'a amené à dire, ça y est, c'est fini, j'accroche ma raquette, mais c'est plutôt comment je me suis sentie pendant ce match-là. Puis c'est comme si cette espèce de flamme qui m'habitait, qui faisait en sorte que, bon, peu importe contre qui je jouais, j'avais envie de me battre sur chaque point. Là, je me souviens, j'avais perdu le set et j'avais vraiment plus envie d'être sur le terrain. C'est comme si j'avais plus cette espèce de flamme-là qui faisait en sorte que j'avais envie de me battre, de croire que j'avais des chances de revenir de l'arrière. Et donc, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui s'était éteint finalement. Donc, il y avait, je pense, cette prise de conscience-là. Et de reconnaître que, ben, au final, ça voulait peut-être dire justement qu'il était temps de passer à autre chose parce que, bon, c'était arrivé dans ce match-là, mais évidemment, il y a eu une espèce de build-up pour en arriver là. Oui, j'imagine. Et c'est bizarre, hein, parce qu'une année, ça peut paraître court, mais une année, ça peut aussi être long. Et pour mon année 2010, ben, ça a un peu été ça partit fort. C'est vrai, tu l'as dit, j'ai eu ma plus belle expérience vraiment en carrière lors des internationaux d'Australie. Je gagne mes 3 matchs de qualification. Mon classement continue de monter. Je joue contre Kim Clijsters, qui était vraiment mon idole de jeunesse. Quelques bons tournois par la suite et après ça, ben, ça commence à moins bien aller. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie personnelle aussi en parallèle à tout ça et donc
il y a des blessures qui surviennent. Et c'est comme si l'accumulation de tout ça, un genre de trop-plein, je pense, a amené justement une fin d'année qui a été beaucoup plus difficile et qui m'a amené à me questionner. Je dirais que c'est peut-être justement vers la fin de l'été que ces questions-là ont commencé à faire surface. Je me souviens que lorsque j'ai joué pour la dernière fois le tournoi à Montréal, je m'étais inclinée contre Marion Bartoli. En 2010, justement, là, je commençais à me questionner sur mon avenir. Et je commençais aussi à m'intéresser de plus en plus au monde des communications, à voir un peu les possibilités. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé à prendre cette décision-là parce que il y avait un plan, il y avait un après, alors que pour beaucoup d'athlètes, là, c'est pas juste au tennis, évidemment. Ce n'est pas toujours évident. Je pense que c'est ce sentiment de sauter dans l'inconnu et de ne pas savoir ce que la suite nous réserve. Ouais. Marie-Ève, je vais faire un lien un peu drôle parce qu'on parle de sauter dans l'après-carrière. Hé, Valérie! Je ne sais pas si tu te souviens, puis j'aimerais que tu expliques aux gens pourquoi. Tu avais un surnom. Hein? Moi, je connais Valérie depuis qu'elle est très jeune. Ouais. Elle est encore jeune, mais je vais dire très jeune. Et de la voir sur le terrain, puis on a eu des belles discussions aussi. Justement, l'année avant que Valérie quitte et qui reste dans le milieu du tennis, mais qui quitte le niveau professionnel. Et le surnom était Skippy. Ben oui. Alors là, moi, je sais très bien pourquoi tu avais le surnom de Skippy. Ça reste encore, même si tu ne joues plus. Dis-nous pourquoi on avait ce surnom pour toi. Ouf. Attention. Tiens, moi aussi, j'en profite. Tiens, tu vois, c'est une très belle opportunité. Merci beaucoup, Val. Le surnom de Skippy me suit, je pense, depuis que j'ai à peu près 14-15 ans. Donc, ça fait longtemps. Ce n'est pas en raison du beurre d'arachide, même si j'en mets souvent sur mes toasts le matin. Que tu jouais bien en Australie. Non plus, c'est vrai. Ouais, il y avait une espèce de move, apparemment, qui était un peu ma signature sur le terrain. Je faisais une espèce de bond qui pouvait nous faire penser peut-être au kangourou. Ben oui. Et pour moi, c'était comme ma manière, quand je finissais un point, d'aller me replacer, de tourner la page sur le point qui venait de se terminer. Je pense que c'est Martin Laurando qui aime bien faire des associations entre les athlètes et les animaux qui m'a donné ce surnom-là. Et je le déteste pas. C'est resté surtout que si on avait à te demander un pays que tu adores, que ce soit en tennis ou en visite, c'est lequel? Écoute, l'Australie, ma fille s'appelle Adélaïde, donc imaginez. Ben oui, 2 filles maintenant, Valérie. Maman, comment ça se passe? Ça se passe. Veux-tu prendre une autre gorgée, Valérie? Ça se passe bien, honnêtement. Évidemment, ça me donne une nouvelle perspective sur la vie en général. J'en ai une de maintenant 4 ans et l'autre qui a 4 mois. Donc là, je revis finalement certaines des étapes par lesquelles j'étais passée il y a quelques années, mais je me suis toujours vue comme maman, évidemment, depuis que je suis jeune. Ça me rend très heureuse d'avoir ce rôle-là, de pouvoir revivre certaines choses aussi, mais maintenant à travers leurs yeux à elles. Et puis, c'est clair qu'après ça, ça amène aussi toutes sortes d'autres défis. Hein. On parle souvent d'être capable de concilier le travail et la vie familiale. Et ça, pour moi, c'est un petit peu comme un défi, je dirais, au quotidien. Mais beaucoup de joie, évidemment, qui vient des bons moments passés en famille, là. Ah, je te comprends très bien. Moi, les miennes sont un petit peu plus vieilles, les miennes, mais bon, à tous les jours, des nouveaux défis. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ça... Est-ce que tu veux de l'espoir, là, en ce moment, Valérie? Exactement, je m'accroche à quelque chose. C'est différent. OK. C'est des défis. Je vais prendre le différent. Mais que du bonheur. Pas que du bonheur, mais beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, oui, voilà. Valérie, tu parlais de ta transition. Je pense que tout le monde qui est dans le tennis à jeune âge puis qui le fait très longtemps, il y a un processus, hein? Il y a un processus de fin. Toi, tu as choisi, comme on l'a dit, quand même assez jeune. Et tu avais quand même cette possibilité de faire la transition dans les communications. Comment ça s'est passé, cette transition, pour toi?
Ben, ça s'est bien passé. Si tantôt je disais au final, j'ai pas eu de regrets, je pense que c'est en gros parce que j'ai trouvé une nouvelle voie peu de temps après avoir pris ma retraite et ça m'a vraiment aidé à tourner la page et à me sentir en paix avec le choix. Je pense que j'ai été extrêmement chanceuse. À un moment donné, hein, c'est d'être à la bonne place au bon moment et dans mon cas, j'ai l'impression que c'était exactement ça. Ça a pris des gens, évidemment, qui m'ont fait confiance alors que ben, j'avais pas vraiment fait mes preuves dans le monde des communications, dont un certain Louis-Philippe Doré, là, qui est pas très, très loin de vous et que je salue. Et ben justement, chez Tennis Canada, je pense qu'il y avait un peu cette philosophie depuis longtemps que, bon, les, les anciens joueurs étaient capables de devenir de bons entraîneurs de par leur bagage, leur expérience qu'ils pouvaient partager avec les jeunes athlètes, mais c'était peut-être un petit peu moins vu quand même de voir des anciens joueurs qui allaient plutôt du côté, disons, C'est administratif vrai. chez Tennis Canada. Et ben, Louis-Philippe à l'époque et Eugène Lapierre, justement, se sont dit, pourquoi on ne lui donne pas une chance? Puis pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer aussi cette voie différente-là? Et ben, au final, ça s'est bien passé. C'est comme ça que j'ai fait mon arrivée, en fait, dans l'équipe des communications chez Tennis Canada. C'était au tout début de l'année 2011. Et ben là, voilà, ça va faire bientôt 15 ans que je suis là. Et 15 ans quand Euh, même. Aïe, aïe, Ça va aïe, vite, hein? hein? Une Oui, oui. expertise quand Tu disais même que je dans suis le encore tennis. jeune, là. Je suis plus tant jeune Ah! que ça. Ben, moi, je me souviens de toi, très jeune encore. Écoute, tu sais, je te disais, je repensais à tous nos souvenirs qu'on avait ensemble, des moments, évidemment, en Fed Cup, qui est maintenant la Coupe Oui. Billie Jean King. Je me rappelle de quelques bons souvenirs à tes côtés. On a eu vraiment du plaisir ensemble. Je me souviens d'un voyage en Argentine où je sais que tu étais là au début du voyage et à la fin, mais t'étais-tu vraiment là? Bon, qu'est-ce qui s'est passé, là? On va en entendre un peu plus. Hey, on a joué en Ah, Argentine. C'était quel mois de l'année? quand elle dit on a joué en Argentine, elle a joué en Ben, Argentine. Ah, OK. le Canada, parce que toute l'équipe était malade. Ben, Valérie, pour commencer, je pense, on est arrivé en Argentine. Nous, on s'en va en Amérique du Sud, mais en fin de compte, je pense que c'était au mois d'avril, hein? C'est ça? Non, ou en été? Euh, Mois de je pense que c'est au juillet. mois de juillet. C'est ça. Ouais, Le mois de juillet, c'est en plein hiver là-bas. pour C'est eux. vrai? On était à Cordoba, si je me... Exactement. Oui. Puis, ça jouait sur terre battue. Hein? L'Argentine s'est dit, on va jouer Ouais. sur terre battue contre des Canadiennes qui sont moins À à l'aise l'extérieur. à l'extérieur. Tout ce qui est bon pour, dans le fond, notre niveau de tennis. Puis, petit problème, c'est qu'il y a neigé. Ah, super! De la On neige. Là, ça atterrit, devient quand même une surface pour nous. atterrit, Oui, et c'est- là, on voit des flocons de neige et là, on apprend que c'est la première fois qu'ils voient de la neige depuis, je sais pas, une vingtaine d'années. Exact. Et je me souviens, notre première pratique, on a fait un bonhomme de neige, littéralement, C'est vrai. sur le Ben, banc de voyons l'équipe. donc. Sur le terrain, là. Oui. Et Mais- là, l'autre gros problème, c'est que le terrain gelait. Mhm. Et là, quand, bon, le soleil montait et qu'il commençait à faire un petit peu plus chaud, ben là, ça dégelait, mais ça nous faisait une espèce de surface pas mal abîmée. C'était de la qui bouette, avait hein, plus on va se faire le de dire. la bouette que d'autres choses. C'est ça. Si c'était resté gelé, dans le fond, ça aurait été à notre avantage. Hey, Je pense que peut-être. oui. Hein, quand même? On s'en a- si on Ah avait oui, pu sur sortir les patin. patins. Mais malheureusement, non, mais ce qui est... En plus, ils ont installé, il y avait comme un système, il y avait mis une toile pour essayer de garder, de chauffer le terrain en dessous des Ouais. toiles pour pas que ça gèle. Puis là, on arrivait, puis on jouait sur 2 jours, samedi, dimanche. Et on a commencé pas mal plus tard dans la journée parce qu'il fallait attendre. Et ils ont travaillé très, très fort. Je pense qu'il y avait Oh ça, boy. des pets de terre battue pour cacher le terrain glissant en dessous, hein? C'est ça? Oui, exactement. Mais Et toi, puis, ben, c'est ça, moi, je suis tombée malade, grosse fièvre, ça allait pas du tout. On avait notre cher physiothérapeute, je me souviens, qui venait me réveiller pendant la nuit pour m'assurer que je prenais les médicaments. tu étais toujours en Euh, vie parce qu'on était vraiment inquiète pour toi, là. Vraiment. Et je me souviens que Rennie Simpson, qui était notre capitaine à l'époque, là, voulait vraiment s'assurer qu'il n'y ait personne d'autre qui vienne me visiter. Oh mon Pour pas, Dieu! évidemment, que je donne le virus à Mais, quelqu'un. mais moi, j'ai réussi à jouer. Finalement, je pense que j'ai joué contre Gisela Dulco, notamment Oui, samedi. exact.
Moi, Le je te dimanche, regardais à la télé, hein, dans ma chambre, c'est vrai, en c'est dessous de vrai, ma couverte. c'est ça. Ouais. Puis Finalement, tu finalement, étais en isolation, toi. C'est C'est ça. l'Argentine, à part la neige du début, tu rien Moi, vu, là. la COVID, j'ai vécu ça avant, dans le et fond. ouais. OK. C'était précurseur. Puis là, moi, je Ouais, partais aux Jeux panaméricains au Brésil après, avec aussi. Alexandra Wozniak et André Parent. Et c'est moi qui n'ai pas sorti de ma Oh, chambre, rendue au Brésil. Hein. J'ai été malade pendant 1 mois, je Ah, pense. J'avais les c'était poumons intense. détruits. Ouais, donc, c'est pas le fun quand on est malade puis qu'on n'est pas chez nous, là, en plus. bon, là, dites-moi, les filles, que vous avez quand même une histoire plus positive, là, qui vous est arrivée, les deux ensemble, dans un tournoi ou en Fed Cup, parce que là, sérieusement, ça n'a pas de bon sens, là. Ben, il y a tout le temps plein de fou rire, là, ça, c'est sûr. OK, Oh, mais oui, ça, quand c'est les même. meilleurs, c'est les meilleurs. On Hein? a eu des bons Ouais. entraînements ensemble à Kamloops, tu te rappelles? Ça On a eu de aussi. très bons entraînements ensemble. Mais pour moi, comme c'était. Ça a été comme ça un peu que je me suis liée d'amitié avec Marie-Ève, puis que j'ai appris à découvrir Marie-Ève parce qu'on n'était pas nécessairement de la même génération. Ouais. Fait que, tu sais, dans les championnats canadiens ou quand on était dans les juniors, on n'a pas joué ensemble. La preuve, et j'aime le répéter, c'est que j'ai un autographe de Marie-Ève chez nous. Ah non. Euh, Non, oui, oui. Dans, on aime ça. Bon, ben, je vais être obligée, Marie-Ève, à la fin de l'émission, s'il te plaît. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ça veut dire que j'ai déjà couru après Marie-Ève qui était dans un kart au tournoi de Montréal pour avoir son autographe. Mais En plus, euh, tu vois, là, mais ça, elle s'en souvient, là. Mais des bons Je fais souvenirs. juste dire ça comme ça, là. Ouais, ouais. Fait que tu vois, puis Mais après, imagine, elle est dans ton équipe. J'espère que tu as été quand même, tu l'as accueillie à et bras ça a été ouverts, une là. super ben ouais. mentor. Justement, Marie-Ève, c'était un peu ça. Tu sais, là, on arrivait J'étais avec, la on vieille, était c'est pas ça mal qu'elle veut toutes de dire. la même génération, avec Alexandra, avec Stéphanie, même avec Sharon qui était là aussi C'est vrai. à l'occasion. Et Marie-Ève, ben, c'était celle qui avait toute l'expérience, qui était la mentor et qui m'a appris un peu plus comment ça fonctionnait réellement, finalement, la Fed Cup ou la Coupe Billie Jean King maintenant, là. Ouais, et ben, pour aller pour des bons souvenirs, là, on en avait en Fed Cup. Je te dis, comme c'est vrai, hein, j'ai appris moi aussi à connaître Valérie. C'était une fille qui avait tellement de talent, tellement fine, tout le temps disponible pour faire n'importe quoi pour l'équipe. Tu étais vraiment une team player. Hein? Tu es d'accord avec Moi, moi? je pense que j'avais compris que mon rôle dans l'équipe, c'était d'être la quatrième joueuse. Non, mais ça a l'air drôle, mais au final, j'étais déterminée à être la meilleure quatrième joueuse possible parce que j'adorais ces semaines-là. Tu sais, on le dit souvent, mais c'est le fun, je pense, pour les joueurs, les joueuses de tennis, de sortir un petit peu de notre, notre zone de confort qui est vraiment dans les compétitions individuelles et là, de se retrouver dans un contexte d'équipe, ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'acceptais que c'était ça mon rôle et j'essayais de faire en sorte justement d'être le plus disponible possible pour pouvoir aider l'équipe de toutes les manières possibles, justement. Ouais. Donc, au final, ben, j'en tirais quand même une belle fierté. D'ailleurs, comment tu as trouvé ça? Parce que tu disais, tu es sortie d'une génération où au Canada, on a quand même eu 3-4 excellentes joueuses de tennis en même temps. Stéphanie Dubois, Alexandra Wozniak, il y avait Sharon Fishman. Il n'y avait pas encore vraiment de centre national à Montréal pour s'entraîner. Ouais. Tout le monde s'entraînait de son côté. Il y avait du sport de Tennis Canada sur la route, sur certaines tournées. Mais toi, tu n'as pas, dans les juniors, là, fait autant de tournois que plusieurs autres des filles. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu penses que justement, t'en tirais plus de motivation? Ça t'a aidé d'avoir d'autres filles près de chez toi qui avaient un bon niveau? Ben, je pense que justement, dans le contexte où on n'avait pas le Centre national, ça nous aidait effectivement qu'on soit un petit groupe à se suivre, à avoir à peu près le même niveau, à être capable d'aller chercher des résultats à l'international. Et, tu sais, pour la plupart, on venait du Québec, donc on se côtoyait quand même. Mais reste que j'ai une petite pointe de jalousie, je pense, envers les jeunes qui aujourd'hui peuvent profiter du Centre national parce que je pense qu'à mon époque, puis c'était assurément le cas à la tienne aussi, Marie, ben, on avait vraiment l'impression hein, que, bon, il y avait beaucoup de pression financièrement parlant sur nos Énorme. parents ou sur nous-mêmes une fois qu'on tombait un peu plus, bon, en transition sur le circuit professionnel, si bien qu'il y en a eu des années avant que je connaisse ma meilleure année où
j'ai failli arrêter parce que ça coûtait trop cher. Puis à un Ben moment oui. donné, financièrement, c'était juste plus possible. Quand tu te mets à faire ton calendrier de compétition basé sur ton budget Ouais. versus d'autres qui sont en moyen, puis ben, sont capables d'avoir les meilleures conditions possibles, autant à l'entraînement qu'en compétition, c'est deux mondes. Et à ce moment-là, ben, je veux dire, il faut que tu sois drôlement déterminé pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Donc, je pense qu'au moins le Centre national aujourd'hui donne une chance qui est beaucoup plus égale, disons, à nos meilleurs espoirs au pays. Et donc, moi, j'aurais aimé, évidemment, pouvoir bénéficier, je pense, d'un milieu comme celui-là où on a des entraîneurs, où il y a encore une fois cette camaraderie aussi entre les jeunes Mhm. et ben, cet esprit de collaboration-là, de s'aider, de s'entraider à devenir meilleur, de voyager ensemble. Parce que souvent, ben, c'est un peu je dirais, le passage le plus difficile là, dans le parcours d'un joueur ou d'une joueuse de tennis là, Ben oui. quand on tombe en transition. Donc, chez les juniors, on faisait des tournées, c'était souvent ben, avec un petit groupe de joueuses, avec un entraîneur. Et là, du jour au lendemain, quand tu décides que tu t'en vas chez les professionnels, en anglais, on dit You're on your own, ben, c'était vraiment ça le sentiment. Là. Ouais, puis moi, quand je pense à toi, justement, qui n'a pas joué plus longtemps, est-ce que, tu sais, une fille que tu avais un super bon service, des bonnes mains, un gros coup droit, je pense que tu aurais pu continuer plus longtemps. Est-ce que tu penses que le fait que, tu sais, je pense que des fois, les gens ne se rendent pas compte comment que c'est dur d'être sur le circuit professionnel. Sur la route, il y a plusieurs enjeux. Tu sais, si, je pense que tous les tournois s'étaient joués, justement, pas très loin de la maison avec autant d'enjeux, tu aurais été capable de continuer ta carrière plus longtemps. Mais le fait de, il y a plein de choses qui se passent en dehors du terrain qui font en sorte que d'être 30 semaines loin de chez soi, ben, mentalement, c'est pas facile. Aussi, il y a plein d'enjeux. Puis je pense que tu es peut-être un exemple de ça, que si ça avait été plus simple d'être joueuse de tennis professionnelle, tu aurais pu l'être plus longtemps. 100%. Et la preuve, je pense, c'est que ben, si on regarde un petit peu ma feuille de route, tu sais, la plupart de mes meilleurs résultats étaient souvent à la maison. Mhm. Quand j'étais dans mon environnement, puis là, quand je dis à la maison, c'est quelque part au Canada, même dans les tournois à Vancouver, il y avait quand même ce sentiment-là de jouer à la maison. Exact. Et ça fait une différence qui est énorme. Et lorsqu'on regarde ben, certaines des plus grandes nations de tennis, quelqu'un comme Ben Shelton, qui a été classé dans le top 100 sans même avoir à sortir à peu près de son pays, et ça peut être la même chose pour un joueur italien, Exact. ben, c'est de démontrer à quel point eux, ils en ont des opportunités de Ouais. jouer à la maison. Donc, je pense qu'à quelque part, il faut que ça fasse partie de notre stratégie pour développer justement plus de joueurs ici aussi au Canada. Ben, parce que tu n'es pas la seule à te Oui, sentir mais comme ça, ça. c'est quelque chose quand même hein, qui a énormément changé dans les dernières années. Et je pense d'ailleurs qu'on est au maximum au Canada des tournois ETF, d'aller chercher des challengers. Il y a énormément de tournois maintenant qui donnent cette possibilité. Ça a été un grand changement. Je pense que c'est un excellent investissement pour le sport, pour nos jeunes, et justement pour essayer d'y aller, pour développer. Et aussi, je pense que pour les spectateurs, oui, il y a un tournoi à Montréal, mais d'aller voir ces tournois-là, j'encourage les gens d'aller à Granby. Vous êtes du côté de Vancouver, allez à Vancouver, Calgary qui vient de finir présentement. Il y a énormément de bons niveaux et il ne faut pas sous-estimer ces tournois-là, je pense, et de continuer d'investir, tu dis Valérie. Puis, on parle d'investissement, Val. Maintenant, tu as plusieurs choses que tu aimerais amener. Tu es directrice du tournoi à Montréal. Oui, on a parlé beaucoup du toit. On parle de plein de défis, mais partout. Hein. Nous, on le sait, Marie-Ève et moi, quand on commente à TVA Sport et qu'on est en arrêt de pluie, on se dit toujours et boy, ça, oui, ça va prendre un toit, mais c'est partout. Hein. On fait des matchs en Ben, Angleterre, ça fait puis partie du ça fait tennis. partie du tennis. De ton côté, il y a un grand changement qui arrive hein, pour le tournoi pour 2025. Le tournoi va s'étaler sur plusieurs jours. Comment t'anticipes ce changement-là pour Montréal et Toronto? Ben, je suis excitée, évidemment, avec ce qui s'en vient parce que, bon, c'est ça, notre tableau principal passe de 7 jours à 12 jours. Donc, ben, pour les gens, évidemment, qui suivent les différents tournois de tennis, là,
Notre modèle va maintenant beaucoup plus ressembler à celui d'Indian Wells ou du tournoi de Miami, par exemple. Ça veut dire donc plus de tennis, plus d'opportunités, évidemment, de venir voir des matchs, que ce soit ici sur le site ou encore de les suivre à la télévision. Et je pense que ça démontre à quel point les tournois de Montréal, Toronto ont réussi à se bâtir une belle réputation quand même à l'international, à quel point, de par la réponse des spectateurs qui sont présents année après année, ben, on a été identifié dans les tournois justement dans lesquels on voulait investir davantage pour s'assurer de pouvoir ben, élargir ou expansionner un petit peu le tournoi. On aura donc plus de joueurs en ville. On passe d'un tableau de 56 à Ah oui, 96. Mais ça vient avec son lot de défis, c'est C'est clair, ce que parce que j'allais dire, oui. on regarde la grosseur de notre site et quand on se compare justement aux autres tournois de la catégorie 1000, on est à Montréal et à Toronto les plus petits sites. Et donc, on dit plus de joueurs, ben, forcément, il y a quand même une pression sur notre capacité d'accueil. Il a fallu être créatif, je dirais, pour réussir à finalement créer des nouveaux espaces ou plus d'espace à même l'espace déjà existant. À Montréal, on est venu construire une nouvelle mezzanine là, pour justement avoir un nouvel espace médical pour les joueurs. Ça, on a pu l'utiliser dès cette année en 2024 et on a vu à quel point ça faisait une grande différence. Mais si on regarde justement dans un horizon un petit peu plus long terme, je pense que de plus en plus, de tournois 1000, ben, investissent dans leurs infrastructures, investissent dans leurs tournois et donc sont en train vraiment d'élever les standards. Et donc, on n'aura pas le choix d'être capable suivre la parade. On a un stade qui est vieillissant du côté de Montréal, qui va bientôt avoir 30 ans là, en 2026. Et pour la partie sud, ben, elle est encore plus vieille parce qu'elle date du temps du stade des Expos. Alors, ça fait partie des choses là, qu'on doit regarder très, très sérieusement et ça nous amène évidemment après ça à regarder, lorsqu'on parle de la structure de notre stade, bien, de regarder les possibilités aussi effectivement pour pouvoir avoir un toit. Dans les 2 dernières années, là, je ne vous cacherai pas que ça a été tu as été gâté. particulièrement difficile. Vous l'avez vécu aussi. Oui, j'ai été particulièrement gâtée. On dirait que Eugène savait quelque chose que je ne Oui, savais c'est pas. ça. Et, Mais je pense qu'on a vu à quel point la pluie, justement, ben, ça venait nuire à l'expérience de tout le monde, hein, que ce soit les joueurs, que ce soit les spectateurs qui ont acheté des billets, mais que ce soit aussi les gens qui regardent notre tournoi. Et on parle du rayonnement ici, localement, mais aussi à l'international. Donc, au final, c'est des opportunités ratées pour le rayonnement de Montréal, ben vraiment un oui. peu partout sur la planète. Ouais. Valérie, je ne sais pas si tu as vu une vidéo récemment de Billie Jean King qui on lui a posé des questions. En fait, si elle pouvait changer des règlements au tennis, qu'est-ce qu'elle changerait? Et on a envie de te poser la même question. Ouais. On ne t'a pas préparé à cette question-là. J'ai hâte de voir au niveau imagination vers où tu vas aller. Mais s'il y avait un règlement que tu pouvais changer au tennis, qu'est-ce que tu changerais? Oh, wow! C'est difficile, ça, comme question. Mais j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus de comment on peut faire évoluer notre sport. Exact. Et il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Je trouve ça intéressant de voir là, de plus en plus des règles qui tentent de permettre aux gens, par exemple, de pouvoir bouger ou se joindre au match sans avoir à attendre les changements de côté. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On a souvent regardé un peu le format des matchs, hein. Exact. Parce que les matchs sont longs. Je pense qu'il y aurait moyen, bon, on a beaucoup de puristes évidemment dans le tennis, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on regarde le match, les parties à 1-0, c'est peut-être moins important, ou en tout cas, c'est le sentiment que vers la fin du set. Donc, si on avait des sets, par exemple, de 4 jeux, ben là, ça ferait en sorte que vraiment tous les points seraient importants. Et donc, ça pourrait peut-être ajouter un petit peu à l'excitation, disons, autour des matchs et faire en sorte aussi que ben, quand on vient voir des matchs, on voit plusieurs joueurs plutôt que d'être là pendant 2-3 heures pour voir seulement 2 joueurs. Fait
C'est les OK. deux choses principales qui me viennent en tête, là. Mais, Bien qu'est-ce que répondu, vous là, quand voulez? même. Oui, T'es mais bonne. je suis contente de t'entendre. Moi, ce que j'aime, c'est ce que Valérie a dit, c'est on doit évoluer. C'est pas de changer le sport. Et tu as raison, on le voit là, avec des circuits comme le circuit UTS. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Ouais. Mais justement, l'intention, c'est ça. C'est comment on peut amener le tennis dans une autre sphère que le 5-7 et évidemment ce qui dure depuis des années. Il y a des choses qui changent et au moins ça prouve que tranquillement, on veut aller vers quelque chose qui est accessible pour la personne qui est sur place, Exact. accessible aussi pour la personne qui regarde, pour les joueurs eux-mêmes. Fait que je pense ce que Valérie mentionne est super important. Puis, Un des points qu'elle amenait, Billie Jean, c'était elle disait que ça serait bien d'avoir les noms des joueuses et des joueurs écrits sur leur chandail en arrière pour avoir un style de branding, qu'on soit capable de mieux connaître les noms des joueurs et des joueuses de tennis sur le circuit. Fait que ça, c'était une de ses idées comme dans les sports d'équipe. oui, non, ça va être intéressant. Écoute, Valérie, on pourrait te parler pendant des heures et des heures et des Oui, hein. heures. Mais on t'a pas Mais- demandé son... Vas-y. Ben là, nous, on allait. Là, il faut qu'on garde pour la fin. Là. Alors, c'est une autre question, tu y vas, parce que là, on va vers les questions rafales. Oui, Attention. non, j'ai une autre question avant. Là. Je ne sais pas si je vais être capable de faire sortir une bonne histoire, là, mais si, dans tes souvenirs de tennis, en tant que joueuse, tu sais, souvent on parle qu'il y a des histoires cocasses qui se passent, que ce soit sur le terrain, sur les tournois, par rapport aux voyages qui sont compliqués. On n'en parle pas assez, mais des fois, c'est comme Amazing Race, là, essayer de se rendre d'un tournoi à l'autre, puis c'est en dehors du terrain où tout se passe. Moi, j'adorais ce Oui, côté-là. puis juste te dire, Valérie, qu'elle nous a déjà raconté, Marie-Ève, qu'elle a oublié des choses dans un tiroir à l'hôtel. Alors, ça va jusque-là. Mais donc, C'est la fois que je pense, ça? mais une histoire de fait de cop, là, qu'on va... OK, ouais, c'est ça. Ouais, on va l'oublier, celle-là. Hein? OK. Quand on dit que les Comme la athlètes... trousse, on va l'oublier. C'est Ouais. ça, oui. Mais tu sais, on n'apprend pas on n'a pas beaucoup... On est très concentré sur le tennis. Dans Ben oui, c'est l'adolescence, ça. Ouais, j'avais ouais. pas appris à boire avant plus tard. On va dire ça comme Mais ça. donc, toi, de ton Que côté... vous, Marie-Ève, c'était ma mentor. Oui, on rappelle hein, que tu étais un modèle, mais bon, on va Puis, pas aller là-dessus. Ce qui est drôle, Valérie, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu buvais pas encore, tellement t'étais... je pense que tu avais 18-20 ans, mais tu buvais toujours pas. Maintenant, je tiens à dire que Ouais. c'est toi qui m'envoies à boire. Fait que, Les choses ont changé. ouais. Exact, exact. Donc, est-ce que dans des soupers, là, il y a une histoire qui dit hey, ben oui, moi-même, sur le circuit, voici ce qui s'est passé, puis ton histoire qui fait rire ou peu importe. Là. T'as-tu un Mon go-to? Dieu. Ou sinon, je peux y aller en premier. Là. Moi, j'en ai des bonnes. Là. Mais... OK, fais-en une, puis le temps que je choisisse la mienne. Là. Bon, attends une minute, attends un instant. Elle dit que je choisisse la mienne. Donc, ça veut dire qu'il y a plus qu'un événement qui est Ben, arrivé. c'est sûr, il y là. en a toutes les semaines des bonnes Aïe, histoires. aïe, 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 aïe. On va faire une émission juste sur ça. Prochaine fois, juste sur les événements qui sont arrivés en tournée. Ben, moi, mon histoire qui est intéressante, ou en tout cas qui fait réagir souvent, c'est que j'étais au Liban la semaine avant Roland Garros et le Hezbollah déclare la guerre, ferme les barrières, on ne peut plus sortir du pays. Donc, pendant 4 jours, il y a des bombes. On a peur, mes parents ici, ils paniquaient. Avec raison. Puis finalement, histoire de fou, on a trouvé un contact, on s'est sauvés 10 joueuses, je ne me souviens pas de tous les noms, là, mais en plein milieu de la nuit. Il y avait Mandy Mandela qui sortait avec Marcos Baghdatis, un autre joueur de l'ATP qui vient du Chypre. Donc, on a pris un bateau en plein milieu de la nuit. On a rempli nos gros sacs dans le bateau. On vient pour partir. Finalement, le capitaine dit non, trop de vagues. On ne peut pas partir. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, ça va être trop long. On ne peut pas laisser vos sacs là. Mais quand tu es sur le circuit, tu as toute ta vie là, dans ta valise. On laisse ça pour une nuit. On se retrouve demain soir pour partir, pour se sauver en plein milieu de la nuit. On revient. Ça a pris 4 heures. Ça tapait comme ça. Puis on se dirigeait vers Chypre où Marcos Baghdatis nous attendait. Puis c'est comme ça qu'on s'est sauvés. Ça a été une histoire de fou. Tout le monde a été malade. Puis après, il fallait trouver des vols de Chypre pour aller jouer Roland-Garros. On avait peur. Pendant ce temps-là, il y a des joueuses qui ont joué le tournoi complet. Le tournoi a continué à jouer. C'était un 75 000. Donc, mais c'était un stress là, de fou. Puis, non. J'espère que c'est plus cocasse que ça, ton expérience, Valérie. Mais ça a été drôle, là, quand même, une fois qu'on était sortis. Oui, c'est ça. Après, quand tu es sur le bateau, là, ça, peut-être. On n'a pas la même définition de drôle. Ben non, c'est ça. C'est la seule et unique fois que j'ai essayé
Le chicha, je savais pas si j'allais m'en sortir. Je dis, Ça y est, je veux pas avoir de regrets. Bon, Val, vas-y, lance-toi. Pas tant cocasse, mais marquante, assurément. Je me souviens, j'ai joué une série de tournois un au El Salvador, puis après ça, je m'en allais au Costa Rica, puis j'ai commencé à être vraiment malade pendant que j'étais en demi-finale au El Salvador. Puis, bon, ça semblait être une intoxication alimentaire. Bref, finalement, je gagne le tournoi et là, quand les même. choses se dégradent. Et là, je me souviens, je dois voler jusqu'au Costa Rica et disons Ouf. que c'est de peine et de misère que je finis par me rendre à destination. Et là, j'ai quelques jours, peut-être 2 jours avant de commencer le tournoi au Costa Rica, mais je suis absolument rien capable d'avaler. Donc là, je commence à être très déshydratée. Pour vous dire, je suis sur intraveineuse, là, juste pour m'assurer finalement de garder mes moyens. Donc, évidemment, je ne m'entraîne pas du tout. Et là, j'essaie de jouer mon match de premier tour. Et ça fait comme 3 jours à peu près que je ne me suis pas levée. Donc, Ah, juste, je me lève Aïe, de aïe, mon aïe. lit. Je marche dans le stationnement. Puis là, j'ai des crampes dans les jambes. Mais bon, finalement, je tombe contre une joueuse locale. Donc, niveau ordinaire. OK. Et je me souviens, dans ce match-là, il a fallu que je serve par en dessous, tellement j'étais faible, mais je finis par m'en sortir. Et là, ben, à chaque match, je gagne un petit peu plus d'énergie et finalement, ben, j'ai gagné le tournoi. Et là, les gens là-bas Wow. m'appellent le Phoenix parce que j'ai fait, ressusciter de ses propres cendres. Donc, quand on dit que des fois, là, on se sent loin de la maison, là, je me souviens que Et, cette fois-là, j'avais appelé ma mère, puis Plus qu'une j'étais un fois. petit peu découragée. Ouais. Incroyable. En tout cas, que d'histoires vous avez, mais les on filles, peut il en va rire falloir. maintenant, Ouais, mais dans le oui, temps, c'est ce que c'était j'allais dire. moins Il va drôle. falloir Mais... qu'on retravaille sur Ouais. Cocasse, là, parce que là, les gens vont penser que de voyager puis d'être sur le circuit, il y a des événements incroyables qui arrivent. Mais ouais, j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres histoires qu'on va continuer de se mais il y raconter. a comme un côté aventure tout le Oui, temps. ben, Oui, c'est à ça. vous entendre, Exactement. oui, il y a le bateau, l'intraveineuse, c'est Ça, super. ça forge notre caractère, tu sais. Oui, mais Oui, quand je c'est dis, c'est vrai. pas juste sur le terrain. Là, tu peux pas Oui, juste être une bonne joueuse sur le terrain, mais c'est non. en dehors, des fois, être capable de gérer avec Quand plein même. d'aspects différents qui peuvent... Mais c'est drôle parce que D'imprévus. j'entends des histoires de Marie-Ève, là, Valérie, puis de plein d'autres mondes aussi qui sont à la retraite aujourd'hui. Puis je me dis, boy, j'ai comme l'impression que si on parle à des jeunes d'aujourd'hui, dans 10 ans, leur expérience sera pas la même. Hein? Ça a tellement changé depuis le temps. Ça serait vraiment quelque chose de différencier un petit peu vos événements aux leurs. Ouais. Et Le choc des générations. Oui, ça. exact. Bon, là, on y va. On lance les questions en rafale. Donc, oui ou On dirait non, que j'ai peur. tu peux étendre OK. si tu veux sur le il sujet, y en il n'y a a aucun problème. 4-5, là, t'es correct. Il y en a ça va aller 4-5, vite. OK? Alors, de mon côté, la première question, Val, j'ai donné 2 choix. J'espère qu'il n'y en a pas un troisième ou un quatrième. Pop ou rock? Dans la Pop. musique, pop ou rock? Pop, un groupe en particulier, dis-nous pas Backstreet Boys, s'il te plaît. Parce que c'est Il y a le une mien, c'est époque, mon groupe. j'aurais dit Backstreet Boys, là, mais non. Mais juste, le rock, c'est pas tant pour moi. Non. OK, pop. Parfait. OK. Niveau surface, dur, terre battue ou gazon? Définitivement dur. Et si possible, à l'intérieur. C'est bon. Mais j'aime ça jouer dehors, là, mais où je performais le mieux, c'était à l'intérieur. Je me souviens. Bon, tu vois, elle y va par la L'opposé surface. pour moi. Ah, pas pire. Et pour moi aussi, t'as battu. Si tu avais un changement de voiture à faire prochainement, est-ce que tu y vas pour une voiture sport? Tu te fais plaisir ou une voiture familiale? Ah ben là, avec 2 enfants, j'y vais pour une voiture familiale. Ah, Bon, d'accord. voiture familiale, un petit 5 portes. Hein? Exact. Un VUS, hein, qui peut bien se conduire dans la neige. Ouais. Parfait. C'est rendu ça mes critères maintenant. OK. J'ai besoin de ton meilleur tournoi et de ton pire tournoi dans tes souvenirs. Hmm. Ben là, mon pire tournoi, Il y en a beaucoup, quoi. une séquence, oui, c'est ça. Je pense à une séquence de tournois, là, je pourrais te dire que c'était le dernier, là, celui de Toronto, mais avant ça, je me
me souviens à un moment donné là, que ça faisait comme 6 tournois de suite que je jouais, donc 6 semaines que j'étais sur la route, puis je pense que j'avais perdu comme au premier tour à chaque semaine. Mm. C'était sur la terre battue, ces tournois, Ah, hein? ben oui. Donc, ça, je me souviens que c'était une période pas mal difficile. Meilleur tournoi, ben, j'ai gagné 3 titres là, Challenger. Fait que ça fait partie évidemment de mes bons souvenirs, dont un où j'avais joué contre Stéphanie Dubois en finale au Texas, alors qu'il faisait très, 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 Oui. très chaud. Uh-huh. Mais sinon, c'est clair que, comme je le disais un peu plus tôt, là, mon plus beau souvenir, c'est vraiment les internationaux d'Australie, là, après avoir gagné mes 3 matchs de qualification. Puis l'expérience de jouer sur le Rod Laver contre Kim Clijsters, c'était spécial pour moi. J'ai encore l'enregistrement de mon match sur les ondes de ESPN, tu sais, commenté par l'équipe de ESPN qui essaie Très de cool. dire le nom Tétro en anglais. Tetros. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est Quelle ça. expérience, Ça, super. c'est mon beau souvenir. Ouais. Ben, vous voyez pourquoi hein, son surnom était Skippy. Terre battue, Skippy, ça va pas ensemble du tout, du tout, Voilà. du tout. Merci. Val, est-ce que tu serais le style à prendre l'expérience Amazing Race ou Big Brother? Ah, Amazing Race. Ben oui, On a c'était parlé sûr. du côté aventure. Là, Oui, mais vous m'avez parlé du côté d'aventure qui était quand même pas tout Non, à mais fait... c'est sûr qu'on serait excellente. que- Val et moi, on part en... Imagine, c'est ça, on fait équipe, puis Oh, on... c'est qui hein? conduit? Moi, un instant. Alors, je devais pas aller là, mais j'y vais, c'est sûr. La porte vient d'ouvrir comme ça. Bon, Alors, si vous y allez, je vous suggère fortement à ce que Marie-Ève soit la personne qui conduit. J'ai fait une tournée avec Pourquoi? Marie-Ève avec des Ouais. jeunes. Marie-Ève est en charge de trouver notre chemin avec des vols qui ont été annulés de Puerto Vallarta et on devait conduire à Guadalajara, que je dis bien, Maintenant, tu finalement maîtrises, après tu la maîtrises. pratique. Et bien, finalement, Marie-Ève avait fait la recherche, mais en évitant l'autoroute. tu sais, là, quand tu peux le plus Oh, vite, non. tu sais, Ah le chemin oui, le plus oui, vite ou le oui. plus court, là, Oui, Ouais. oui. Mais ça a été le alors, plus court, fait qu'on a traversé les montagnes avec... moi, je suis avec un le scenic camion. road, là. Ah ouais, ouais. Non, mais Val, un camion manuel, OK, manuel, avec 10 kids dans le camion. Je ne peux pas aller mon plus Dieu. que 40 km/h. Moi, j'ai appelé ça Oh, mon les Dieu. Himalayas du Mexique. C'était Oui. comme ça, et je te jure, pendant 5 heures et demie de temps. Alors, je vous suggère fortement, dans un Mais- Amazing Race, qu'elle ne soit pas en D'accord. charge des directions. Elle conduisait D'accord. super bien, là. Il faut que j'y donne beaucoup Merci, de crédit. merci. Ouais, ouais, ouais. Alors, C'est bien c'est noté. parfait. C'est bien noté. Ouais. Bon, et dernière question. Comment est-ce que tu prends un café latte ou café noir? Café latte. Bon. Au lait de soya, si vous voulez tout savoir. OK. Oh, lait de soya. C'est bon à attention. savoir. La prochaine fois, hein, si on se voit plus tôt, j'aurai un bon petit café pour toi. De près. Donc, moi, j'offre les drinks, puis vous offrez le café. Parfait. Bon deal. Bon. Mais Valérie, écoute, premièrement, je lève mon verre à ta carrière, je lève mon verre au futur, évidemment, du tournoi. J'ai l'impression qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour le tennis canadien aussi. Et puis, ça a été un plaisir de te voir. Ça fait à peu près 2 ans qu'on essaie d'avoir un café, mais là, on le fait virtuellement. Alors, santé pour toi, puis bonne chance pour la suite. Merci, Val. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment le fun de vous parler aujourd'hui. À très bientôt. À très bientôt, À Val. bientôt. Bye. Bon, on a une petite gorgée? On y va, notre petite gorgée. Ben, juste le fait de parler de mon événement du Mexique, ça me donne soif. Moi, je suis vraiment populaire comme ça dans les soupers pour mes belles histoires parce que Ouais. moi, j'aimais ce côté-là. Oui, il y avait le tennis. J'ai toujours adoré le sport, tu sais, mais tout l'aspect de partir à l'aventure sur le circuit, mais c'est pas pour tout le monde. Mais moi, j'aimais ça aller visiter. Je pense que j'avais calculé, là, j'ai fait plus de 60 pays pour aller faire des Incroyable. tournois de tennis. C'est pour ça que Valérie, quand elle nous parlait de ses expériences, toi aussi, mais je n'étais pas obligée de vivre l'expérience du Mexique pour te donner encore plus de bonheur en tournée. Mais sincèrement, c'était super comme entrevue avec Valérie. Elle est vraiment en paix avec son choix. Je suis contente de voir que ça a été sa décision, qu'elle l'a vraiment réfléchi. Et
c'est ça qui arrive dans tout sport professionnel. Quand on perd ce désir-là et qu'on veut se pousser, bien, c'est peut-être un signe, mais il faut être à l'écoute de ce signe-là et de voir qu'elle est capable de continuer dans sa passion du tennis. Transition qui s'est super bien faite. Alors, vraiment, c'était une belle rencontre. Oui, vraiment, toujours intéressante à écouter. Puis, je suis vraiment fière, tu sais, quand tu vois, je la connais depuis où jusqu'où elle est rendue, puis comment elle fait tellement bien. Son travail est extraordinaire, une belle ambassadrice pour le tennis, le sport en général. Donc, bien contente de l'avoir eu comme invitée. Maintenant, nous, c'est vrai, ça va être le temps de notre segment 360. Donc, pour le segment 360, on va aller au Carrefour Multisport voir Nathalie Veillette qui va nous parler de mode. Bonjour à tous, je me présente Nathalie de la boutique du Carrefour Multisport à Laval. Nous sommes situés sur l'autoroute 440 Ouest à Laval, juste à côté du Costco. J'aimerais remercier Marie-Ève ainsi que Séverine de m'inviter dans leur podcast Bris d'égalité afin de faire une capsule sur le tennis. Moi, je suis une grande passionnée de tennis, mais je suis aussi une grande passionnée de mode. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter des vêtements qu'on retrouve à la boutique et de vous aider un peu et de vous guider. Alors, on commence sans plus tarder avec la collection Nike. Je vous présente ici un ensemble. On a la jupe ainsi que la camisole. La camisole, elle est texturée. Je ne sais pas si je m'approche, si vous voyez un peu, il y a de la texture dedans. Elle est un peu texturée. Ensuite de ça, elle a un petit contour qui est comme un petit peu plus rose fuchsia. La jupe, elle est orange complète. La jupe, super bien faite, c'est en tissu woven. Taille élastique et taille très haute. Donc, la jupe monte plus haut. On a l'impression que le top est plus court, mais il n'est pas si court que ça. Quand on le met avec la jupe, ça tombe bien. On ne voit pas du tout de peau. Ça, c'était pour débuter avec le Nike. On peut aussi rajouter avec cette collection-là, dans le Nike, la petite camisole que j'aime beaucoup. Elle est dans le fuchsia, toujours en V. Cette camisole-là, on peut la retrouver dans plusieurs couleurs chez Nike. Vous avez juste à venir me voir, je vais vraiment pouvoir vous guider. Puis elle a un petit trou à l'arrière. Elle fait vraiment très bien. Ensuite, je vais poursuivre avec la collection Lucky & Love. Lucky & Love, c'est vraiment une collection qu'on est les seuls à avoir au Québec, chez nous, à la boutique, et j'en suis très fière. Lucky & Love, la particularité des vêtements Lucky & Love, c'est qu'il y a presque toujours de la mèche dedans. C'est très différent. Un tissu lisse, très néon, avec une petite mèche. Par la suite, on va retrouver la jupe. La jupe, toujours la même chose. À l'avant, on va voir une insertion de petites mèches sur la jupe pour retrouver la même chose que la camisole. Et à l'arrière, les petits plis. Elle fait vraiment bien. Cette jupe-là, on peut la retrouver dans le blanc ainsi que dans le bleu. Je dois aussi vous parler de Sophie Bella. Sophie Bella, c'est vraiment une ligne que je fonctionne très bien à la boutique. La particularité de Sophie Bella, c'est qu'ils font dans plusieurs tailles et dans plusieurs longueurs au niveau des jupes. Cette jupe-là, on va la retrouver dans plusieurs couleurs, au moins 7 à 8 couleurs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du 13 pouces et du 14 pouces. Sophie Bella, ça commence à extra small, ça finit à 2XL. Donc, on peut vraiment habiller tout le monde. On a aussi, avec le Sophie Bella, des petites camisoles comme ça qui vont avec le turquoise. J'ai beaucoup d'autres choix. J'espère vraiment que je vous ai donné un petit peu envie de venir nous voir. Moi, je serai là sûrement de retour à faire d'autres capsules dans les prochaines semaines. Merci, à la prochaine. Alors, Marie-Ève, maintenant, on s'en va au coin du coach. Et aujourd'hui, on parle de motion de service. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu le service. On parle souvent, toi et moi, de la qualité du lancer, du mouvement, du rythme. Et bon, les gens, oui, ils nous écoutent, mais ça va vite, un service. Le service, c'est le coup technique le plus complexe. Donc, on en parle souvent, comme tu disais, surtout quand on fait nos analyses à TVA Sport, on regarde pas mal le lancer de balle, le moment où faire la pause au service. Donc, tu nous as préparé un tableau avec des images pour bien isoler la technique du service. Oui, exactement. Puis écoutez, je vous ai présenté 2 joueurs que vous allez bien connaître. En haut, vous avez Bianca Andreescu. En bas, Félix Auger-Aliassime. Et l'objectif, c'était dans ces 3 cases de vous montrer et d'isoler
Quand on entreprend le lancer, regardez de quelle façon c'est différent pour Félix et pour Bianca. Et quand on va au niveau du lancer, par contre, souvent le coude est éloigné du corps. Et ça, c'est tellement important. Et regardez la tête de raquette, mais souvent, Marie-Ève, tu parles de l'impact. Et c'est ce que le troisième visuel nous offre. Exactement, d'aller faire l'impact avec la balle le plus haut possible. Souvent, ça nous permet d'aller chercher des angles plus intéressants, d'aller chercher plus de puissance. Et c'est vraiment d'aller chercher la puissance au sol et de la transférer au moment où on touche la balle. On sait que sur le circuit féminin, il y a plusieurs joueuses qui... le service s'améliore énormément sur le circuit féminin. La technique est meilleure et souvent, c'est le lancer de balle qui est extrêmement important à tous les niveaux. Si tu es capable d'aller lancer ta balle à peu près au même endroit à chaque fois, bien, ça devient plus facile de répéter le même mouvement. Oui, tu as raison. Et souvent, on le fait, cette observation. Il y a un lancer qui est trop à droite et qu'est-ce que ça provoque? Un effet beaucoup plus coupé, qui est, bon, des fois volontaire, évidemment, mais une chose qui a vraiment augmenté au tennis féminin, c'est la puissance. Hein? On a des services là, qui, d'ailleurs, Coco Gauff, Rybakina, Sabalenka, ça sert extrêmement fort, extrêmement bien. Et ça, c'est vraiment un avantage. Oui, clairement. Écoute, la technique au service, c'est super le fun de voir les images que tu avais isolées pour voir aussi cette pose en haut où la raquette est bien déposée. À 90 degrés, on essaie d'aller chercher au niveau du coude droit lorsqu'on est droitier. Donc, toujours un élément important et où il faut travailler. Ça demande beaucoup, beaucoup de répétitions. Oui, exactement. Alors, dernière chose sur le service, on s'est fait poser cette question-là aussi récemment. On a des joueurs qui, ce qu'on va appeler en préparation, lors du lancer, vont rester avec les pieds au sol. On appelle ça plus la forme plateforme. Et on a la deuxième façon... Les pieds séparés. Là. Exact, séparés. Et on a la deuxième façon qui est où on amène la jambe arrière. Donc, on transfère le poids. Mm-hmm. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on est entraîneur? Puis, est-ce qu'on favorise un ou l'autre? Alors, écoutez, il y a beaucoup de statistiques là-dessus. Il y en a une quand même de Craig Shaughnessy qui est très, très fort dans les statistiques et qui dit qu'écoutez, sur le circuit, dans le top 10 ATP WTA, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont au niveau plateforme, c'est-à-dire, je pense que c'est 12 ou en bas de 12 exactement. D'ailleurs, était en plateforme, puis depuis qu'il s'entraîne avec Darren Cahill, on a rapproché son pied. Oui, et c'est le service qu'on voit le plus, autant du côté de l'ATP et de la WTA. Parce qu'on va chercher plus de puissance ou c'est par rapport au feeling? Moi, je pense que c'est plus pour le rythme, c'est plus pour le momentum. Dans les statistiques, on a démontré qu'un ou l'autre n'offre pas nécessairement un service plus puissant ou plus précis. Okay. Bien, je pense que c'est vraiment pour le rythme, le mouvement, la facilité d'enchaînement. Et d'ailleurs, quand on parle de développer le service à jeune âge, bien, on recommande d'y aller avec la jambe qui avance pour favoriser une facilité au niveau de justement cet enchaînement-là. Mais je vous dirais quand même, quand on est entraîneur ou vous êtes avec votre enfant sur le terrain, bien, il faut aussi aller personnaliser. Il y a des jeunes qui maîtrisent très, très bien d'une façon versus l'autre. Alors, des fois, c'est délaissé avec ça. Puis, tu le dis, Marie-Ève, on voit l'exemple avec Sinner, déjà numéro 1 au monde, puis faire des changements, oui. Ça se fait. Et il y a des raisons qui sont en arrière de ça. Donc, le service, important. On commence un point tennis comment? Avec le service. Donc, on voulait décortiquer un peu pour vous cette partie-là aujourd'hui. Oui, super intéressant, le service. Je suis persuadée qu'on va y revenir, mais j'espère que ça vous a aidé peut-être à aller vous donner quelques bons petits points à aller travailler lorsque vous allez faire des services. Séverine, maintenant, c'est le temps d'un autre segment. Je te laisse le présenter. Oui, on s'en va au segment Bet365. Et présenté par Bet365, ce n'est jamais ordinaire avec Bet365. Et on parle de statistiques aujourd'hui, Marie-Ève, et on en a parlé beaucoup. Et on a envie de vous parler aujourd'hui, comme statistique, de l'âge des joueurs sur le circuit. Oui. Écoute, sur l'ATP, l'âge moyen des 100 meilleurs joueurs est d'environ 27 ans, alors que sur le circuit féminin, c'est 25 ans. Et on voit l'entrée dans le top 100 qui est à 22 ans chez les hommes et à 19 ans chez les femmes. Donc, de plus en plus, on voit les athlètes qui jouent plus longtemps sur le circuit. Ça prend plus de temps à développer aussi pour y arriver.
Oui, exactement. Ça prend plus de temps. L'âge moyen a changé. On n'est plus dans le temps des Capriati, hein, des Inge. C'est même du côté, je dirais, des hommes quand même. Ça s'est rajeuni comparé C'est aux vrai. années précédentes, ce qui était l'inverse au Avec niveau féminin. Alcaraz, Rooney, qui sont plutôt jeunes. Hein? Puis, c'est pas facile de faire cette transition aussi rapidement. Non, exactement. Et là, ben, on va vous montrer un tableau. On va vous permettre de le regarder quand même parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais moi, ce que je retiens, c'est les plus jeunes et les plus vieux sur le circuit de l'ATP et de la WTA. Puis regarde ça, au niveau ATP, 19 ans, les plus jeunes joueurs, et Wawrinka, qui est le plus vieux, le plus âgé, avec 39 ans. Écoute, c'est quand même là. Puis il n'a pas nécessairement annoncé de retraite encore, Wawrinka, à moins que je me trompe. Non, ça fait un petit moment. Écoute, c'est un champion de tournoi du Grand Chelem. Il faut le dire, il y a eu plusieurs blessures au genou dans les dernières années, mais il continue de super bien jouer. Donc, pourquoi la passion est au rendez-vous? Si le corps peut suivre, on continue. On pourrait dire la même chose de Djokovic, hein, qui ne se rajeunit pas. Et du côté féminin, on a la jeune Maria Andreeva. On oublie, mais 17 ans seulement. Elle est maintenant 16e à la fin de l'année. Elle arrive extrêmement rapidement, un parcours similaire à celui de Coco Gauff il y a quelques années. Gauff, qui, elle, est âgée de 20 ans maintenant, 3e au classement. Et si on va aux côtés des plus vieilles, des plus âgées, eh bien, c'est Tatiana Maria, maman de 2 enfants. Il y a Sarah Errani, qui faisait partie du top 10, qui, elle aussi, continue de jouer, qui est revenue dans le top 100, maintenant 89e. Donc, c'est la beauté, hein, lorsqu'on aime jouer, qu'on est passionné, on peut continuer à avoir une carrière qui s'allonge plus qu'auparavant. Et l'autre point qu'on voulait apporter aussi, c'est le temps que ça prend pour développer un athlète professionnel. Hein. Souvent, on va dire qu'il commence à toucher les premières fois vers 5 ans, une raquette pour la première fois, mais pour y arriver, là, c'est plusieurs étapes avant d'arriver dans le top 100 mondial. Oui, tu as raison, Marie-Ève. On commence tôt. On commence environ à 4 ans chez les garçons, 5 ans chez les filles. Mais vous voyez jusqu'à où ça peut aller. Et le message à la maison pour les parents, pour les entraîneurs qui nous écoutent, on a du temps. Hein? On a l'impression, même moi, quand je suis sur le terrain, je travaille ou je parle avec des parents, des jeunes, que tout doit se faire rapidement. On doit avoir un classement, on doit être bien, on doit être meilleur et on a 10, 11 ans. Alors, regardez, la carrière, elle est longue, ça peut être très long, le processus. Donc, prendre le temps de développer le jeu. Oui, exactement. Prendre le temps, on espère que c'est ce que vous allez retenir de cette capsule avec Bet365 aujourd'hui. Merci. Donc, maintenant, c'est ce qui met pas mal fin à toutes nos capsules pour la journée. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on termine? C'est vrai. Bien, écoute, moi, premièrement, je veux me reprendre au ping-pong parce que je ne vais pas laisser ça là aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations. Retournez voir les tableaux et retournez voir surtout l'entrevue avec Valérie, qui était vraiment une belle conversation. Et comme à l'habitude, allez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Allez aimer les émissions sur YouTube. Et comme on voit à chaque mois, honnêtement, merci pour ceux qui nous écrivent, qui nous donnent des commentaires et aussi des questions. Si vous avez des questions, faites-le. On est là, on peut vous répondre sans problème. Marie-Ève et moi, on aime ça vous lire à chaque fois. Excellent. Bien, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Puis on se dit à très bientôt. À la prochaine. Le podcast Bris d'égalité vous a été présenté par Scotia Gestion de patrimoine.